Merci à tous. Nous allons donc prolonger cette matinée par une intervention de Marcello Vitali Rosati, que je remercie vivement d'être venu jusqu'à nous. En fait, à qui je vais directement laisser la parole. On a un petit peu de retard, il faut malheureusement qu'on se dépêche un peu. Donc pour qu'il ait le temps de dire tout ce qu'il a à dire, je signalerai simplement une publication avec Benoît Ypron, qui était ancien enseignant à l'ENSIB, l'édition à l'ère numérique, à la découverte en 2018. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci pour l'invitation. Nous voulons vraiment être nécessaires. Nous voulons vraiment être nécessaires. Nous, surtout hommes blancs à barbe et cravate, nous voulons vraiment être nécessaires et nous voulons aussi être supérieurs quand même. Et en fait, on essaie de mettre en place des stratégies depuis toujours pour garder ce statut. Alors, quand je suis arrivé en France, il y a une vingtaine d'années, on m'a dit que pour faire partie de l'élite, il fallait bien maîtriser l'orthographe. C'est particulièrement français, ça, non? T'écris un mail avec des fautes d'orthographe, tu ne vas pas avoir un poste à l'université. Et cette tâche-là, aujourd'hui, malheureusement, on se dit que non, finalement, si je lis un devoir d'un étudiant ou d'une étudiante sans orthographe, ça veut dire que c'est du plagiat, ChatGPT. Du coup, peut-être faire des fautes d'orthographe, ça nous rend plus nécessaires, plus humains. Là, maintenant, on vient de dire non, c'est le corps. Donc, oublie l'orthographe. C'est le corps qui va nous faire être nécessaire encore. Et voilà, c'est un peu cette chose que je veux mettre en question, cette dynamique que je veux mettre en question dans cette présentation, c'est-à-dire qui est quelque chose comme une intelligence artificielle qui s'oppose à une prétendue intelligence humaine. Je pense que ce paradigme est un paradigme faux, est plutôt un paradigme intéressant parce qu'il nous révèle quelque chose d'autre dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est que j'appellerai la fabrique des subalternes, c'est-à-dire que ce jeu-là, finalement, sert plus à des fins politiques pour définir des subalternes que pour réfléchir à ce qu'est l'intelligence. Donc je proposerai peut-être un modèle autre et une autre piste, d'autres choses dont, à mon avis, les sciences humaines et sociales pourraient s'occuper, les sciences humaines et sociales dans les prochaines années. Pour mon parcours, je vais partir d'une chose qui n'a pas été écrite hier, parce que comme l'ont dit les personnes qui ont parlé avant moi, ce n'est pas tout récent quand même cette histoire. Il n'y a pas eu des révolutions le jour avant hier, à part d'un point de vue médiatique. Le théorème de Tesler. Alors, le théorème de Tesler, Larry Tesler était un informaticien qui est mort il y a quelques années, qui a travaillé au début chez Xerox PARC, puis Apple, puis Amazon, etc. Et en fait, Hofstadter, je ne sais pas si vous vous rappelez ces livres, 79 quand même, c'est mon année de naissance un peu plus, donc ça fait longtemps quand même. Gödel Escherbach, où plus ou moins on posait les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui, peut-être mieux. Et en fait, Hofstadter dit, je cite Larry Tesler qui explique qu'il y a une chose que je vais appeler le théorème de Tesler, c'est que l'intelligence artificielle est tout ce qui n'a pas encore été fait. Ça, c'est comme Hofstadter a compris cette phrase de Tesler. Tesler lui-même, sur son site web, quelques années plus tard, il dit « Merci beaucoup Hofstadter, il m'a rendu célèbre avec le théorème de Tesler, que maintenant d'ailleurs on appelle plutôt AI effect. C'est le fait que l'intelligence artificielle doit toujours courir pour faire des nouvelles choses. L'intelligence artificielle n'est jamais atteinte, elle est toujours plus loin. Et Tesler dit, moi j'avais dit l'inverse, en fait, j'avais dit plutôt, je ne voulais pas définir l'intelligence artificielle, je définissais plutôt l'intelligence humaine. C'est-à-dire l'intelligence humaine est tout ce qu'une machine n'a pas encore fait. À savoir, vous voyez, moi ça m'arrive toujours, quand je suis quelqu'un pour aller quelque part dans une ville que je ne connais pas, et puis au bout d'un certain moment, l'autre me dit, mais tu sais où on va? Non. Et toi? Non plus. Donc en fait, on ne sait pas qui suivait qui. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, ce qui se passe là, c'est on met en place ce bras de fer, ou cette course, où la machine essaye d'atteindre un prétendu humain,
Et l'humain essaye, lui, de se dérober parce que si tu arrives là où je suis, je suis foutu, je perds ma job, québécisme, mon travail, je perds mon statut symbolique. S'il y a un autre qui sait écrire en faisant moins de fautes d'orthographe que moi, je suis foutu, etc. Donc, et on ne sait pas, est-ce que c'est une course pour rendre la machine plus intelligente ou est-ce que, à l'inverse, c'est une course, notre course de l'humain pour déplacer l'essence de l'intelligence? Non, intelligence, ce n'est pas savoir jouer aux échecs, parce que, quand même, un ordi sait les faire mieux que moi. Donc, ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est savoir écrire, manipuler la langue naturelle. Excuse-moi, mais là, tu ne vas pas y arriver. Et bien là, si, ce n'est plus, désolé, c'était plus la langue naturelle, maintenant c'est savoir faire des caprioles. Et ça, la machine, elle ne sait pas les faire. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on disait tout à l'heure. L'intelligence artificielle ne peut pas avoir un corps. Bien sûr, il suffit de faire des machines qui aient un corps, sauf qu'on a moins investi. Pourquoi? Parce que la valeur symbolique qu'on attribuait à des tâches intellectuelles, comme manipuler la langue artificielle, était plus élevée que, justement, faire les lits. Faire les lits, c'est une tâche des subalternes. Pourquoi on devrait investir là-dedans? Donc ça, c'est... Alors, vous voyez que là, on joue un peu avec cette définition d'humain, et en trichant, est humain, tout ce qui échappe à la machine. Alors, le problème là-dedans, c'est que très souvent, et ça, c'est un peu mon point, c'est que ce qui échappe à la machine est très mal défini. C'est-à-dire que nous arrivons à définir l'humain en trichant et en disant « est humain », tout ce que je n'ai pas modélisé pour qu'une machine sache le faire. C'est typiquement, pour celles et ceux qui connaissent ces textes, pour moi, la tricherie de Searle dans sa fameuse expérience de la chambre chinoise, qui est complètement de mauvaise foi. C'est-à-dire que l'essence est ce qu'une machine ne sait pas faire. Mais en fait, il n'a pas défini ce que c'est que l'essence. Il a donné un modèle exact pour définir ce qu'est la syntaxe, et donc la machine le fait. Et puis, tout ce qui ne rentre pas là-dedans, c'est moi. Et je suis mieux quand même. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a dans ces modèles-là, on essaye d'identifier ce que la machine ne sait pas faire pour nous définir nous. Et après, effet AI Effect, évidemment, on investit pour que la machine sache le faire. Donc, on déplace la valeur symbolique des tâches. Donc, ouais, mais la machine ne peut pas avoir... la machine sait jouer aux échecs, oui, elle applique les systèmes experts, ils appliquent des règles, mais quand même, elle ne va pas avoir l'intuition du joueur génial, Kasparov, qui arrive et puis déplace le pion C3, puis on ne sait pas pourquoi, il n'y avait pas des règles, c'est l'intuition. Et on fait un modèle... qui a des intuitions meilleures que celles de Kasparov. Putain, donc c'est plus l'intuition. Attends, la machine ne va pas avoir l'inspiration de Shakespeare. On fait une machine qui a un modèle des langues qui fait un sonnet. Les sentiments, etc., les langages naturels qui semblaient un peu les derniers bastions de « tu feras pas ça », ou la conscience, là j'aurais des choses intéressantes d'études de neuroscientistes, typiquement Giulio Tononi, qui a essayé de donner un modèle, justement un modèle fonctionnel, donc un modèle non ambigu de la conscience. Et là, il analyse de façon, à mon avis, très intéressante, quel type d'algorithme, parce que là aussi, intelligence artificielle, ça ne veut rien dire, c'est des approches et des algorithmes complètement différentes. Dominique le citait tout à l'heure, il y a un monde. Et donc, regardez par exemple si un réseau de neurones est plus ou moins conscient que d'autres types d'approche. Et on peut le faire seulement si on donne une définition fonctionnelle de ce qu'est la conscience. Donc ChatGPT, selon moi, elle est vraiment l'exemple le plus clair et surtout parce que le plus connu médiatiquement, de cet effet de course où on ne sait pas qui court derrière qui, parce que typiquement, avec cette idée que l'intelligence artificielle aurait comme objectif de reproduire artificiellement ce que une prétendue intelligence naturelle saurait faire, en fait, ce qui est impressionnant de ChatGPT, c'est qu'il sait très bien faire ce que normalement les machines ne savent pas faire, et qu'il fait très mal ce que les machines normalement savent faire très bien. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, les mauvais usages de ChatGPT, par exemple, l'utiliser comme moteur de recherche ou l'utiliser pour chercher de l'information, en fait, sont faits parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il modélise. Alors, il est très intéressant, on a donné de l'importance symbolique à une chose, la manipulation du langage naturel, et on a essayé de développer un modèle algorithmique, fonctionnel, qui définisse cette capacité.
Typiquement, c'est basant sur une idée précise des langues, structuraliste. Je vais faire un peu rapide là-dessus, mais il y a des principes théoriques d'interprétation de ce qu'est être capable de manier une langue. Typiquement, Chomsky ne serait pas du tout d'accord. Juste pour dire, ma fille dit les soirs, j'aimais laver les dents. Et là, ça montre que en fait, l'apprentissage humain ne fonctionne pas du tout de la langue, ne fonctionne pas du tout avec un modèle comme les large language models, parce que ChatGPT ne pourrait jamais faire cette erreur-là, parce que de façon probabiliste, l'auxiliaire avoir ne sera jamais dans cette position-là. Donc là, ma fille montre que Chomsky a raison sur le modèle de linguistique générative et que donc ces modèles-là, bon, c'est une théorie, en tout cas c'est une théorie de ce qu'est la langue. Et en fait, on implémente cette capacité-là dans un algorithme et en fait, on a complètement mis de côté comme chose, disons, justement, sans valeur ajoutée, par exemple, la connaissance de la vérité. Le concept de vérité n'est pas implémenté dans l'algorithme. Donc, il ne faut pas se plaindre, il n'est pas fiable. Bien sûr, ce n'est pas qu'il n'est pas fiable, il n'a pas de concept de vérité dedans. C'est un algorithme. Donc, le concept de vérité n'a pas été modélisé. Donc, typiquement, si je veux savoir la liste des livres de Dominique Boulier, une machine sait les faire super bien. Avec une ligne de code, une requête SPARQL par exemple, ou une ligne de code en Python qui va chercher sur l'API de Wikidata, j'ai la liste des livres de Dominique et je suis sûr que c'est la bonne. Ou les catalogues de la Bibliothèque nationale. Et en fait, je la demande à ChatGPT, ChatGPT me fait une association probabiliste avec le nom de Dominique et puis il me donne des livres qu'il aurait pu écrire. Mais donc, en fait, c'est du blabla des comptoirs et on considère que le blabla des comptoirs a une valeur symbolique supérieure au fait de connaître. Ça, c'est les résultats d'un processus. Ça fait longtemps, par exemple, qu'on dit qu'il ne faut pas apprendre par cœur à l'école, c'est inutile. Donc, et ce qui a de la valeur symbolique, c'est plutôt savoir faire un peu de mayonnaise plutôt que d'avoir des connaissances. Donc, on enlève de la valeur symbolique à une chose, on la met ailleurs, puis on la fait faire à une machine, et là, on se dit, et du coup, la machine sait le faire. Du coup, maintenant, il faut que je fasse autre chose, parce que ma mayonnaise, GPT, il sait la faire mieux que moi. Donc, là-dedans, si on renversait les modèles, donc parti après 12 minutes, je vais essayer de vous faire aller manger tôt, parts construents ici. Donc, je dirais, arrêtons de nous poser cette question de qui est supérieur à qui. Arrêtons la course. La course est évidemment très utile dans les domaines économiques, où on investit comment cette rhétorique de la course derrière quelque chose est très utile aux dynamiques économiques dont il faudrait s'inquiéter en premier chef. Au lieu que de se dire est-ce que je suis nécessaire ou pas, il faudrait peut-être s'inquiéter sur les dynamiques économiques et commerciales qui sont derrière le développement de certaines technologies, typiquement OpenAI, avec une concentration d'investissement dans un secteur déterminé, dans une élite. On en parlait tout à l'heure, Yann le disait tout à l'heure, une petite minorité des personnes qui sont les seules représentées, etc., etc. Ça, c'est une chose qui devrait inquiéter et on devrait peut-être arrêter de s'inquiéter de cette question de la course. Est-ce que je suis, en tant qu'être humain, un peu, je peux rester supérieur? Et c'est poser la question complètement à l'inverse. C'est-à-dire, quelles sont les dynamiques qui font en sorte que je définis l'humain d'une certaine manière? Là, on l'a vu, je trouvais très intéressante la communication de Yann parce qu'on voyait justement ce déplacement continu. Donc, analyser pourquoi l'agilité ou la corporité, ou la créativité, qui a été les grands mots-clés justement d'il y a 10 ans et maintenant c'est fini, pourquoi j'identifie ces caractéristiques comme des caractéristiques de frontières, c'est-à-dire des caractéristiques qui définissent une ligne. La ligne entre humain et machine n'est pas donnée. La ligne se produit. Ce qui est intéressant à faire, c'est comprendre comment et pourquoi elle s'est produite. Dans ce sens, je me rallie aux analyses vraiment excellentes d'une philosophe qui s'appelle Karen Barad, dont je vous conseille la lecture, qui a écrit un livre qui s'appelle Meeting the Universe Halfway. C'est une philosophe et physicienne. Je prends juste cette citation. Elle travaille dans l'idée des
ce qu'on appelle des post-human studies. Post-human studies ne veut pas dire aller au-delà de l'humain, veut dire plutôt aller en deçà. Moi, je préférerais les appeler les pre-human studies, c'est-à-dire c'est poser la question de comment on définit l'humain en tant qu'humain. Dit Karen Barad, my post-humanist account calls into question the givenness of the differential categories of human and non-human, examining the practices through which these differential boundaries are stabilized and destabilized. Au lieu que dire il y a l'humain et la machine, puis essayons de voir comment on définit ça, qu'est-ce qu'a l'humain qui n'a pas la machine, etc. Hein? Au lieu que penser qu'il y a quelque chose comme une essence de l'humain et une essence de la machine, essayer d'identifier des caractéristiques. Essayons de comprendre de quelle manière ces définitions surgissent. Et de cette manière, du coup, au lieu que essayer de voir si la machine est plus ou moins intelligente que l'être humain, essayons de voir, de nous interroger sur la définition d'intelligence. Et là, on a vu, et la question ici n'est pas justement de dire qu'il y a une bonne définition d'intelligence. La question, c'est de dire, il y en a autant qu'on veut des définitions d'intelligence. Elles sont bonnes le moment où elles sont explicites et non ambiguës. Donc, elles ne sont pas bonnes, par exemple, à la CERL, selon moi, ce n'est pas bon. Parce que dire que l'essence, c'est ce qu'une machine ne sait pas faire, ça, ce n'est pas une bonne définition. C'est une définition qui est floue et qui joue, qui triche sur ce flou pour obtenir gain dans un argument, qui du coup est fallacieux. Mais l'intelligence, on peut la définir comme on veut. Si on veut définir l'intelligence comme, par exemple, la capacité de faire le lit, donc la corporéité, pourquoi non? Pourquoi pas? Très bien. Corporéité. Si on veut définir l'intelligence comme la capacité d'appliquer une série de règles explicites, pourquoi pas? Si on veut définir l'intelligence comme conscience ou autoconscience, très bien, mais du coup, il faut bien définir ce que c'est que l'autoconscience. Vous voyez, typiquement, une innovation des modèles des langues les plus récents, c'est justement, Dominique en parlait tout à l'heure, l'article de 2017, c'était bien 2017, All You Need Is Attention, où ce qu'on fait, c'est le passage des réseaux de neurones convolutifs ou récurrents aux transformers. Alors là, ce qui est implémenté là-dedans, c'est un petit concept, c'est le concept d'attention. Alors, attention, évidemment, ce n'est pas juste la catégorie floue, attention. C'est une implémentation formelle du concept d'attention et en particulier de self-attention. C'est quoi cette idée? L'idée, pour la faire très courte, c'est que quand on a une série de mots, chaque mot est un vecteur, donc la relation entre ces vecteurs doit être pondérée. C'est-à-dire la relation entre A et B peut ne pas compter autant que la relation entre A et C. Il a pris son ballon. Il, son et ballon ont une relation plus forte que le apostrophe, par exemple, que A, le verbe avoir. Donc ces trois mots sont liés entre eux. Donc notre attention, dans une phrase, nous sommes capables, donc ça aussi, on mime une certaine définition d'attention. Donc ça serait quoi l'attention? C'est le fait que quand on dit une série de mots, nous ne donnons pas le même poids à chaque mot. Ça, c'est le fait d'être capable de faire ça permet fondamentalement une chose. Si j'arrive à pondérer le poids, les relations entre les mots de la même phrase, j'arrive, ça c'est la conquête principale des transformes, ça paralléliser les calculs. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin, pour comprendre si un mot est important ou pas, d'être passé dans tous les corpus pour voir est-ce que son a souvent ou pas une relation avec il. Et là, j'ai besoin de voir dans tous les corpus, donc, et après je repasse. Donc ça, c'est une sérialisation. Donc l'ordi ne peut faire les calculs que de façon sérielle, donc il faut beaucoup de temps. Et là, il peut le faire de façon parallélisée, parce qu'en fait, je calcule le poids d'un mot avant de commencer les calculs. Donc ça, c'est l'idée de fond. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit que l'intelligence du langage, ou la capacité de manipuler le langage artificiel, a besoin d'une autre composante, qui est l'attention. Donc, je modèle. Qu'est-ce que l'attention? L'attention est la capacité de donner un poids à l'intérieur d'une phrase à des mots plutôt qu'à d'autres. Et là, je l'implémente dans une fonction. Ensuite, on fait comment ça fonctionne. C'est une requête, des clés, des valeurs et des matrices. Donc, je fais ça, puis je fais le petit calcul. Ça, c'est la définition, le modèle du coup fonctionnel d'attention. J'ai donné une définition, je l'ai implémentée.
Et cette implémentation, en fait, me permet d'avoir un résultat à la fin. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai dit l'intelligence comporte quelque chose, l'intelligence linguistique, comporte l'attention. Et j'ai modélisé l'attention, c'est-à-dire j'ai donné une définition non ambiguë de ce qu'est l'attention. Donc vous voyez, à mon avis, on devrait passer de l'intelligence artificielle au modèle de définition de l'intelligence. Au lieu de parler d'intelligence artificielle, il faudrait parler des modèles de définition de l'intelligence et de se dire, qu'est-ce que je vais définir? Par exemple, je vais définir les langages naturels, je vais définir des concepts particuliers, l'amour. Tout peut être modélisé et défini de façon non ambiguë. Ce n'est pas que la machine ne sait pas aimer. La machine ne sait pas aimer si tu ne lui dis pas ce que c'est que l'amour. Ça veut dire que ton concept d'amour, il est flou. Les sentiments, la conscience, etc. Alors, juste en guise d'exemple pour terminer avant 1 heure, comme j'ai promis à Emmanuel, 2 exemples pour vous faire comprendre. Du coup, qu'est-ce que feraient les sciences humaines en particulier, peut-être sociales aussi, mais humaines en particulier? Je vous fais 2 exemples. L'exemple d'un projet qui s'appelle l'intelligence artificielle littéraire que je co-dirige avec Dominique Forêt, les collègues Dominique Forêt, Elsa Bouchard, puis d'autres amis et chercheurs et chercheuses. Et un autre exemple, c'est Pierre Lévy et son langage artificiel IEML. Je vais être rapide sur ces exemples. Alors, le projet YAL part de l'anthologie palatine. Je ne sais pas si vous connaissez l'anthologie palatine, c'est un manuscrit du Xe siècle, c'est un recueil d'épigrammes grecs, c'est environ 4000 épigrammes qui ont été écrites à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Xe, donc c'est 16 siècles d'épigrammatique. Et donc là-dedans, c'est vraiment un recueil, et en fait ce qui est intéressant, c'est de là que vient le nom anthologie. Le nom anthologie. La première anthologie, c'est la source première de cette anthologie-là, qui est la couronne de Méléagre, ou Méléagre, anthologie, vous savez, ça veut dire sélection des fleurs. Et en fait, Méléagre dit « Je fais une couronne des fleurs en choisissant les meilleures roses des Sappho, les meilleures lys de... » etc. Bon, ça, c'est ce qui est intéressant de ce... Et en fait, c'est le manuscrit qui nous a transmis la quasi-totalité de la poésie grecque, juste pour faire un peu court. Bon, là-dedans, vous imaginez qu'il y a des variations, ce qu'on appelle, ce que les philologues appellent des variations. Donc vous imaginez que s'il y a 16 siècles d'épigrammes, il y a forcément un épigrammatiste qui reprend l'épigramme d'un autre épigrammatiste qui a vécu 6 siècles avant, puis il les réécrit. Et alors ces variations, il y en a de différents types. Il y a des variations comme, juste ils disent exactement la même chose, sauf avec des synonymes. Ou il y a des variations qu'on appelle paradigmatiques. L'histoire est plus ou moins la même, mais on l'a transportée dans un autre contexte, ou des choses de ce type. Bon, enfin, l'idée c'était, dans une approche de théorème de Tesler, je pourrais dire, moi je suis bon parce que je suis helléniste, je suis capable de trouver les variations. Toi, machine, tu n'es pas capable. Donc voyons si tu es capable de trouver les variations. Donc ça, c'est ce qui ne m'intéresse pas. Ou alors dire, tu vois, à la fin, la machine a trouvé une variation que moi, je n'avais pas trouvée, elle est meilleure que moi. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi une variation? Est-ce que je suis capable de donner une définition non ambiguë de variation? Si je suis capable de donner une variation non ambiguë de variation, je suis capable de la modéliser, je suis capable d'écrire une fonction et ensuite un algorithme qui trouve les variations. Moi, les variations de l'anthologie palatine, je les connais déjà. Donc, je veux écrire un algorithme qui trouve ce que je sais déjà. Si l'algorithme, pas pour les trouver, parce que je les ai déjà trouvés, mais si l'algorithme trouve exactement celle que moi j'ai balisée comme variation, évidemment je vous épargne, il y a des types différents de variations, etc. Si l'algorithme trouve exactement les variations que je cherche, ça veut dire que l'algorithme est une définition formelle du concept de variation. Donc le concept littéraire, moi je suis fâché avec les littéraires parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on dit est flou. Pas clair. Donc, avec les étudiants et les étudiantes, non, mais tu me parles d'intelligence. Tu n'as pas défini ce que c'est que l'intelligence. Donc, un bon travail en sciences humaines et sociales, très souvent, part des définitions non ambiguës. Ça, c'est un test. Faites une définition telle que vous puissiez implémenter dans un algorithme et l'algorithme vous retrouve ce que vous cherchez. Donc, ça veut dire que votre définition est bien donnée. Donc, ça veut dire que si vous donnez la même définition, si vous la partagez avec un autre chercheur, une autre chercheuse, en fait, elles vont comprendre de la même manière, exactement de la même manière, le concept de variation. Ils vont trouver, vont être capables de dire ça c'est une variation, ça ce ne l'est pas. Évidemment, mon idée, ce n'est pas de donner la bonne définition de variation. Je peux en avoir, évidemment, parce que les philologues peuvent ne pas être d'accord. Et donc, 2 philologues devant 2 variations, 2 épigrammes, un peut dire oui, c'est une variation, l'autre peut dire non.
Ce qui m'intéresse, c'est si la raison pour laquelle ils disent oui ou non est la définition qu'ils donnent des variations, je dois être capable de la formaliser, de la voir non ambiguë, et un algorithme doit être capable de la trouver. Donc c'est un modèle de définition de l'intelligence, ou par intelligence on entend n'importe quel type de concept théorique qu'on puisse modéliser. Et Pierre Lévy fait une chose absolument géniale, surtout parce qu'elle est absolument contre-courant. Et en fait, il s'est fait envoyer chier, on est enregistré, par tout le monde, parce que ce qu'il fait n'est pas dans l'ordre du temps. Justement, aujourd'hui, on pense que la seule intelligence artificielle possible, c'est l'intelligence artificielle générative. Et donc, quelqu'un qui fait une autre chose, on se dit, il est fou celui-là. IML, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un langage complètement artificiel qui a une caractéristique, c'est que la sémantique et la syntaxe correspondent, sont la même chose. C'est-à-dire que, vous savez, en français, entre le mot, je sais pas, félin et le mot chat, il y a évidemment une proximité sémantique, parce que le chat est un félin, mais en fait, il n'y a aucun rapport syntaxique. Entre la chaîne des caractères félin et la chaîne des caractères chat, il n'y a aucun rapport. Bon, IML est construit en sorte que les mots sont construits à partir de morphèmes qui ont un sens. Et du coup, chat et félin, forcément, vont avoir quelque chose, une racine commune, dans la syntaxe, dans les symboles. Donc, il est calculable, IML, évidemment. Parce qu'une fois que la syntaxe correspond à la sémantique, là, je peux calculer l'essence des mots en regardant la distance, etc. Évidemment, c'est un travail de dingue. Il a écrit une langue complète, avec les règles, la syntaxe, la grammaire. Évidemment, autre chose sympathique, c'est que, puisque c'est complètement artificiel, la syntaxe, la grammaire sont régulières, il n'y a pas d'exception. Là-dedans, qu'est-ce qui est intéressant? Quand il me l'a raconté, Pierre, je me suis dit, il est dingue. Après, j'ai fait un séminaire avec lui de quelques heures, de quelques semaines en réalité, et c'est que j'ai commencé à utiliser IML, et je me suis rendu compte d'une force incroyable de IML. On a commencé à essayer de traduire à IML des termes clés d'une revue. C'était Sens Public, la revue. Et on s'est dit, OK, on a des mots-clés qui définissent les articles, est-ce que je peux les traduire à IML? En fait, on s'est rendu compte que pour traduire un mot-clé, il fallait une journée. Parce qu'en fait, tu veux dire démocratie, démocratie, ça veut dire quoi? Et en fait, du coup, on commençait un débat dans la salle à dire, OK, la démocratie, c'est que la majorité décide. Puis il y en a un autre qui dit, non, ça, c'est pas du tout la démocratie. La démocratie, c'est que la minorité est représentée. Puis un autre dit, non, pour moi, c'est un système d'État qui fonctionne sur la base de délibération populaire. OK, d'accord. Et là, IML oblige à donner des définitions explicites, syntaxiquement explicites des concepts. Et là, l'idée de fond de Pierre est que ça permettrait de faire avancer la conversation scientifique. Et c'est génial parce que c'est tout le contraire de ce qu'on est en train de faire. Les modèles génératifs, c'est tout l'inverse. Et alors, ce qui est intéressant là-dedans, je ne dis pas que c'est le meilleur modèle, mais c'est un modèle qui permet l'explicitation claire des concepts et de s'interroger sur le sens, d'où vient l'essence des concepts qui nous intéressent le plus. À mon avis, le but et le futur des sciences humaines devrait être celui de modéliser l'intelligence, donc de travailler à la production de définitions non ambiguës, de travailler aux possibilités des modélisations formelles. Je ne vais pas faire des parenthèses ici sur ce qui est calculable, ce qui n'est pas calculable. Il y aurait beaucoup à dire là-dedans. Et donc, la compréhension de ce que nous entendons par intelligence, c'est de comment le concept d'intelligence évolue. Et surtout, donc, last but not the least, comprendre les enjeux politiques et éthiques qui se cachent derrière la production des définitions particulières d'humain. Parce que c'est ça la question du travail, par exemple, est là. Quelles sont les tâches auxquelles nous allons donner de la valeur symbolique et quelles sont les tâches auxquelles nous allons l'enlever? Comment nous allons définir justement l'humain? Ça va être peut-être, il va avoir plus de corps,
ou moins de corps. Il y a eu une époque où le corps, justement, ce n'était pas du tout quelque chose de valorisé. Probablement aussi dû à un certain rapport à certaines machines. Pensez l'automatisation de l'agriculture ou du textile. Évidemment, tout ce qui peut être mécanisé perd sa valeur. Ce que pouvaient faire 150 paysans et paysannes peut être fait par une moissonneuse batteuse. Évidemment, du coup, ces personnes-là, les travails de ces personnes-là a moins de valeur. Donc, essayez de comprendre de quelle manière, justement, comme le dit Karen Barad, frontière entre l'humain et la machine se stabilise et se déstabilise, et surtout, quels sont les types de discours, quelles sont les stratégies des dominations et des productions des subalternes qui sont derrière. Merci. Comme la fin a été un peu brutale, je ne m'y attendais pas. Merci Marceo, merci beaucoup pour cette intervention stimulante. Et merci d'avoir respecté le timing. Vraiment, c'était énorme. Évidemment, on est très en retard. Donc on va pouvoir prendre 2 questions grand maximum. Et si jamais vous voulez avoir le temps de méditer, on peut aussi... une question au fond. Bon, ce sera la seule question et après, on devra s'en aller. Oui, juste une réaction par rapport à IEML. Si on a une langue totalement désambiguïsée, est-ce que c'est pas la fin de toute la possibilité de discuter, quoi, ce qui me chagrinerait personnellement, je ne vous le cache pas. Bon, on peut estimer que c'est bien, mais sociopolitiquement, je me pose des questions. Non ? Je vais répondre à la place de Pierre. C'est tout l'inverse, en fait. Parce que l'idée de fond, c'est la première objection que j'avais faite à Pierre avant d'étudier comment fonctionnait la langue. En fait, les concepts peuvent être définis comme on veut. C'est-à-dire on peut avoir 400 concepts différents de démocratie. La seule contrainte, c'est les morphèmes initiaux, qui bien sûr ont un impact, on peut le dire. Mais Pierre répondrait, oui, même ce qu'on peut formuler dans une langue naturelle est contraint par la syntaxe et le vocabulaire de la langue naturelle qu'on utilise. Donc de la même manière, pour dire démocratie en français et expliquer ce que c'est que la démocratie en français, j'ai un vocabulaire, une syntaxe et une grammaire qui sont limités par les Français. La seule chose qui est limitée à IML, c'est ça. Les restes, je peux avoir un concept de démocratie, vous un autre, etc. Sauf que la relation entre les deux sera calculable. Donc je pourrais, au contraire, ce que dit Pierre, c'est 2 revues qui utilisent tous les deux le mot-clé démocratie. En fait, le mot-clé sera 2 mots-clés différents en IML, parce que les 2 revues vont entendre le mot démocratie de 2 manières différentes. Donc on pourra calculer la proximité et l'éloignement des 2 concepts clés. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Pour comprendre bien, le souci des pluralités est à la base des IML. Donc pour comprendre bien quelles sont les contraintes et quelles sont les possibilités, il faut vraiment un peu jouer avec la langue. Mais c'est pas, justement, l'idée, ce n'est pas d'avoir le concept tout qu'il démôle. C'est pas du tout ça. Oui, parce qu'on aurait pu croire qu'il y avait une définition pour un mot. Mais non, là, il y a des définitions, mais chaque définition est non ambiguë. Oui. Merci. Je voulais juste savoir, sur le plan pratique, comment vous faites pour avoir une définition non ambiguë qui soit valide plus d'1 seconde ? Justement, on s'en fout. C'est très bien si elle est valide 1 seconde. Le fait, c'est que c'est plus ou moins la même réponse. L'idée, c'est pas d'avoir une définition qui soit la bonne. C'est d'avoir une définition qui soit une bonne. Et qu'après, je puisse donner une autre définition 5 minutes plus tard. Avec les variations, par exemple, comme ça, on a un cas un peu plus précis. Si vous prenez 10 philologues, vous avez 10 définitions, vous avez 10 sensibilités, entre guillemets, différentes à la variation. Ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de modéliser pourquoi les philologues A, au moment A, choisit que c'est ou pas une variation. Et là, je peux produire une définition. Je ne vais pas dire que cette définition, c'est la meilleure, que ça, c'est la variation. Je dis que c'est une définition de variation et que je l'ai bien explicitée, donc elle est non ambiguë. L'idée, ce n'est pas du tout d'avoir une unité. Loin de là, c'est l'inverse. C'est le fait de dire, si nous voulons prôner pour une multiplicité, il faut que cette multiplicité puisse être explicitée et donc justement que je puisse dire, ça c'est cette définition-là qui est très locale, mais qui est bien définie et qui va changer dans 1 minute, comme vous dites, en effet, ou qui va changer juste parce que si je vous demande votre avis,
vous me dites que vous n'êtes pas d'accord. Mais si la définition est non ambiguë, vous êtes capable de me dire où vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes capable de me dire, non, pour moi, ça, ce n'est pas une variation parce que moi, j'ai explicité la mienne. Si je vous dis, moi, je suis supérieur parce que je possède le sens et je sais faire ce que vous ne savez pas faire, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas dit, mais les stratégies de création de subalternes s'appliquent, par exemple, aux animaux au début et hommes-femmes, évidemment. Donc, moi, je sais faire une chose que vous ne savez pas faire parce que vous êtes une femme, moi, je suis un homme. Par contre, je définis ce que je sais faire juste parce que vous savez pas le faire. Et du coup, c'est une tricherie. Vous ne pouvez même pas répondre parce qu'en fait, la définition de ce que j'entends, de cette caractéristique, est ambiguë. Ça, c'est le point. Merci beaucoup, Marcello, Telly Rosati.